la sphère orofaciale en dystrophie myotonique pédiatrique. Pour changer, qu'est-ce qu'on fait? Les flèches? OK. Alors, depuis 2008, on a un groupe d'intérêt pour la sphère orofaciale en dystrophie myotonique et on a appelé ça le groupe multi-Steinert. Pourquoi on a appelé ça ce nom-là? C'est que ça touche tellement d'habitudes de vie, il y a tellement de professionnels impliqués dans ça et ça touche tous les clients en dystrophie myotonique. Les questionnements qu'on se posait à ce moment-là, en 2008, c'était qu'est-ce que c'est l'évolution du point de vue orofacial en dystrophie myotonique? Si on veut vérifier les interventions qu'on fait, bien, il faudrait savoir c'est quoi l'évolution naturelle. On se demandait aussi c'était quoi les impacts des dents, du crâne, de la mâchoire, sur la production des sons, sur les habitudes de vie. Puis, comment intervenir? On avait vraiment beaucoup de questions concernant ces aspects-là. Pour répondre à nos questions, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de données probantes, peu d'outils de mesure, puis l'atteinte était vraiment complexe. Alors, on a commencé à évaluer nos jeunes de façon longitudinale avec l'évaluation la plus objective qu'on était capable, même s'il y avait beaucoup d'observations. Avec le temps, on s'est allié avec d'autres personnes pour mieux comprendre, puis aujourd'hui, on va vous montrer l'état de nos connaissances. Alors, j'inviterai Dr. Faye. Alors, Dr. Faye est orthodontiste et œuvre à la clinique craniofaciale du CHU Sainte-Justine depuis le tout début en 1993, soit depuis 22 ans. Elle est très jeune. 22 ans, c'est jeune! Elle a développé une grande expertise auprès de la clientèle présentant des anomalies craniofaciales. Elle est une référence pour plusieurs confrères et consoeurs dans le milieu dentaire. Alors, j'invite Dr. Faye à venir nous parler de la croissance craniofaciale et des forces qui sont en jeu. Tout d'abord, je dois remercier l'équipe de m'avoir invité, mais ils m'ont fait quand même un gros défi par rapport à la présentation sur la croissance de la sphère orofaciale. J'ai trouvé difficile d'adapter une présentation justement à un groupe qui... parce que habituellement, quand je parle à des dentistes, je parle à des orthodontistes surtout, des fois même avec des chirurgiens. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de simplifier, mais vraiment au maximum pour qu'on puisse vraiment visuellement comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces enfants-là. On part des prémices qu'une bonne occlusion dentaire va agrémenter l'apparence du visage. Ça joue un rôle important dans le fonctionnement adéquat de la sphère bucco-faciale. Ce qu'on sait par contre, c'est que les dystrophies myotoniques sont souvent accompagnées par une malocclusion dento-squelettique qui est quand même très caractéristique. La réduction de la sévérité ou la correction des malocclusions chez ces jeunes-là va viser à favoriser le bien-être physique et psychosocial de ces jeunes. Donc, au point de vue de malocclusion dentaire, pour ceux qui ne connaissent pas la définition, en fait, c'est tout simplement une malposition des dents ou des mâchoires. Ça représente quand même une variation de la croissance et du développement normal de l'occlusion dentaire. Ça influence l'habilité à maintenir une bonne hygiène buccale et peut nuire à la santé des gencives et l'efficacité de la mastication. Ça influence aussi le développement de la parole et de la déglutition. Ça a un rôle aussi dans l'apparence et l'expression faciale.
L'objectif, en fait, d'une bonne occlusion dentaire, c'est définitivement d'avoir une meilleure santé, un meilleur bien-être. Donc, si on regarde les sphères que ça touche, au niveau de la fonction, mastication, déglutition et élocution, au niveau de l'esthétique, bien évidemment, les proportions faciales vont être atteintes. Il y a parfois des problèmes de symétrie faciale, puis définitivement un soutien des tissus. Le normal versus l'idéal, bien, l'idée, en fait, c'est que le concept d'une bonne occlusion a été développé dans les années 1890. Et puis, la classification est encore utilisée aujourd'hui, mais il faut savoir que classification classe 1, classe 2 ou classe 3, c'est une description. Ça considère toute déviation de l'occlusion idéale comme étant malocclusion. C'est un concept qui est quand même relativement limité. Puis maintenant, on a plus de critères quand on évalue une mauvaise occlusion dentaire. Ce qu'on va dire, en fait, c'est qu'on va classifier si c'est une classe 1, classe 2 ou classe 3, mais on va aussi parler de surplomb horizontal ou vertical des incisives, on va parler d'une béance antérieure, on va parler d'encombrement dentaire, d'absence dentaire congénitale, des éruptions dentaires ectopiques. Donc, il y a plusieurs caractéristiques qu'on va regarder quand on regarde une occlusion dentaire. La classification classe 1, classe 2, classe 3, en fait, ça donne une description au niveau des molaires dans la bouche, où est-ce qu'ils se situent. La classe 1, en fait, c'est l'idéal. La classe 3, c'est quand on a un pronatisme mandibulaire le plus souvent, où la mâchoire inférieure est avancée par rapport à la mâchoire supérieure. Et la classe 2, c'est le contraire, c'est la mâchoire supérieure qui est avancée par rapport à la mâchoire inférieure. Il y a des combinaisons, que ce soit la mâchoire supérieure ou inférieure qui est atteinte, mais ça décrit un petit peu qu'est-ce qui se passe. Quand on parle de surplomb vertical et horizontal, ce qu'on parle en fait, c'est la hauteur qui est mesurée quand on a les incisives antérieures. On mesure soit la hauteur ou la profondeur du surplomb entre les incisives. Quand on parle de béance antérieure, en fait, c'est le contraire, c'est qu'on n'a pas de surplomb, on a un espace entre les incisives en avant. Les principes et les normes d'esthétique faciale, ce sont encore que des normes descriptives. On utilise des clichés céphalométriques, ça veut dire qu'on prend des radiographies céphalométriques, puis on a des mesures puis des points de repère qui sont utilisés, qui sont reconnus, qui sont basés sur des études qui ont été faites sur le long terme. C'est-à-dire que ça date de... les premières études ont été faites dans les années 50. Ensuite, on a fait d'autres études avec des implants dans les années 70, quelque chose qu'on ne ferait pas aujourd'hui. Ensuite, on a eu des études faites sur des tissus mous. Puis maintenant, il y a plus d'analyses qui sont faites à 3 dimensions. Donc, combiné aux analyses céphalométriques, on a plus d'informations. Donc, on n'a pas juste l'occlusion, mais on va regarder aussi les proportions faciales, que ce soit les longueurs, les proportions des mâchoires, l'inclinaison des incisives par rapport aux bases osseuses. Donc, c'est juste pour vous dire comment on part avec nos informations. Quand on parle de malocclusion dentaire, en fait, quand je vous ai dit que c'est pas anormal d'avoir une malocclusion, c'est que 60% de la population a une malocclusion dentaire. Il y a seulement 35% de la population qui a une occlusion dite normale. Par contre, on a quand même 5% de la population qui est considérée avoir une malocclusion relativement sévère, donc ce qu'on appelle une anomalie dentofaciale. Les composantes squelettiques qu'on regarde quand on fait une analyse, en fait, ce sont les composantes sagittales, donc antéro-postérieures, verticales. Donc, on regarde les hauteurs faciales, que ce soit dans la section postérieure ou antérieure, ou transverse, quand on regarde de face, s'il y a des problèmes de coordination. Donc, juste pour vous donner des exemples, quand on a une rétronassie mandibulaire, on peut voir en haut à gauche, la mâchoire inférieure est reculée par rapport à celle qui est supérieure. Dans un pronatisme mandibulaire, on va avoir la mâchoire inférieure qui est avancée par rapport à la mâchoire supérieure. On peut avoir un déficit vertical. Quand le surplomb vertical est très profond, ça va nous indiquer d'habitude qu'il y a un déficit au niveau de la hauteur du visage. Puis si on a un excès vertical, un des indices, ça va être quand on a une béance antérieure. On a aussi les articulés croisés. Quand on regarde la dentition, ça va nous indiquer si le palais est plus étroit par rapport à la mandibule. Ça, il y a des raisons pour ça, on va revenir tout à l'heure. Quand on regarde
les composantes de malocclusion, si on regarde les dents, ce qu'on regarde, en fait, c'est des encombrements dentaires, des rotations ou des espaces interdentaires. Les malocclusions dento-squelettiques, en réalité, la plupart des malocclusions ne sont pas seulement dentaires ou seulement squelettiques, c'est vraiment une combinaison de disharmonies. Puis c'est important de déterminer l'étiologie des malocclusions, parce qu'il va y avoir des facteurs génétiques, il va y avoir des facteurs environnementaux. Ça nous permet en fait de faire des choix thérapeutiques, puis décider quelles thérapies vont fonctionner dépendant des effets qu'ils vont avoir. Ça va aussi nous permettre de prévoir s'il va y avoir des tendances à avoir des récidives après les traitements. Donc, quand on parle d'étiologie, au niveau de la régulation des croissances, d'habitude, la croissance est initiée par des facteurs qui sont intrinsèques. Quand on parle de facteurs intrinsèques, on va parler de facteurs génétiques, on va parler d'hérédité, d'activité cellulaire. Quand on parle de facteurs extrinsèques, on va parler de facteurs environnementaux, de nutrition, des pressions externes. Ça peut être des traumas aussi, ça peut être des activités physiques, mais il y a des choses qui vont se chevaucher, c'est-à-dire que les tissus mous, ça peut être des facteurs qui sont intrinsèques, mais par contre, pour la sphère orofaciale et sa croissance, ça devient des facteurs qui sont des influences extrinsèques. La même chose avec des hormones ou de la maladie. Donc, il peut y avoir d'autres facteurs qui sont intrinsèques au niveau génétique. Ça peut être, par exemple, des hormones, mais quand on regarde la sphère orofaciale, elle va être influencée par ces facteurs-là. Donc c'est des facteurs qui viennent de l'extérieur pour la croissance faciale. Au niveau des principes de base de la croissance crânio-faciale, la croissance de la sphère orofaciale, en fait, est très complexe parce qu'elle utilise beaucoup de processus différents de croissance. L'exemple le plus facile, en fait, à vous donner, c'est qu'un bébé ne ressemble pas à un adulte. Le visage n'a pas les mêmes proportions, les structures sont différentes, donc la croissance des différentes parties va être différente. Ce qu'on sait, c'est qu'à la naissance, c'est que les structures du crâne sont les plus matures et vont exprimer le moins de croissance. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau de la voûte crânienne, à l'âge de 7 ans, on a pas mal terminé la croissance, donc il y a très peu de changements qui vont se faire. Par contre, quand on regarde le maxillaire supérieur et la mandibule, on va avoir une croissance qui va se continuer jusqu'à peu près l'âge de 16 ans chez les filles et 21 ans chez les garçons. Juste pour vous donner une image de ce qui se passe, en fait, au niveau de la croissance du crâne, vous voyez comment la croissance va se déterminer au niveau de la voûte. Au niveau de la base, vous avez une croissance qui est antéro-postérieure. Au niveau du maxillaire supérieur en mauve, vous allez voir une croissance qui est verticale vers le bas et vers l'avant. La mâchoire inférieure, même chose, vers le bas et vers l'avant. Mais je fais remarquer, les petites flèches jaunes, ça vous donne aussi une croissance verticale au niveau de l'os alvéolaire. Ça, c'est la portion qui contient les dents. Parce qu'une chose qui n'est pas nécessairement évidente, c'est que ce qui donne la hauteur verticale du visage, c'est la poussée des dents. Si vous n'avez pas de dents, si vous êtes né sans dents, la hauteur du visage ne se fait pas. Donc, on divise la croissance faciale au niveau du complexe nasomaxillaire, au niveau de la mandibule, puis au niveau des procès dento-alvéolaires. Donc, encore là, au niveau de la croissance de ces sections-là, il y a 3 théories qui prédominent. La première, c'était que les tissus osseux sont les déterminants principaux de la croissance. Ensuite, que le cartilage, c'est le déterminant principal de la croissance qui va dicter à l'os où se placer et où croître. Puis la troisième théorie, en fait, c'est la matrice des tissus mous. Par contre, ce qu'on sait maintenant, c'est que c'est un mélange de ces 3 théories, dépendant de la section du visage qu'on regarde. Le premier exemple, ça va être le complexe nasomaxillaire. Ce qu'on sait, c'est une ossification qui est intramembranaire, c'est-à-dire que la croissance va se faire par apposition d'os au niveau des sutures. Ça va éloigner, la croissance à toutes les sutures va éloigner le processus nasomaxillaire vers le bas et vers l'avant. Il va aussi avoir un remodelage de la surface pour adapter les structures. Le cartilage nasal, on sait aussi qu'il va avoir un certain effet. Par exemple, si vous avez une fracture du nez, la hauteur du visage ne sera pas la même. Par contre, on sait qu'on peut avoir aussi une influence importante de la part de facteurs extrinsèques sur les tissus mous environnants. Juste vous donner un exemple. À gauche, on a un enfant qui a porté un appareil CPAP.
qui a empêché justement les sutures d'exprimer leur croissance. Donc, la maxillaire supérieure s'est pas développée de façon horizontale ni verticale. Puis, du côté droit, vous avez un enfant qui a une restriction de la croissance parce que les sutures sont fermées prématurément. C'est un syndrome qui cause ça. Au niveau de la mandibule, il n'y a pas de croissance suturale au niveau de la mandibule parce que la mandibule n'a pas de suture à partir de l'âge d'1 an. Il y a une suture médiane qui se ferme à l'âge d'1 an et le reste de la croissance se fait au niveau des condyles. Vous voyez en vert foncé, ce sont les condyles où il y a du cartilage qui va se faire remplacer par de l'os, puis ça va donner la longueur de la mâchoire qui va permettre une croissance verticale vers le bas et vers l'avant du visage. Tout le reste de la croissance par adaptation, ça va être par opposition directe sur la surface et le remodelage de l'os. Les facteurs intrinsèques sont très importants. Donc, pour la mâchoire inférieure, il y a une croissance innée. La mâchoire inférieure va grandir à une certaine longueur. Mais par contre, les muscles et les tissus mous environnants ont aussi une influence. Juste vous donner un exemple. Ici, on a un enfant qui avait une hypoplasie d'un condyle d'un côté, mais vous voyez la longueur en vert, vous voyez la longueur d'un côté où il y a de l'hypoplasie, il est plus court que du côté à votre droite, qui est un petit peu plus long, où le condyle est normal. C'est encore plus apparent ici où on voit un condyle normal à votre côté droit, donc le côté gauche du patient, puis du côté gauche, on voit le condyle qui est défectueux, donc la hauteur du visage va être moins longue d'un côté que de l'autre. La mandibule, bien, quand on parle de tissu mou, du côté gauche, on voit une mâchoire inférieure qui est un petit peu avancée par rapport à la mâchoire supérieure parce qu'on a un syndrome qui contient une macroglossie. Macroglossie veut dire que la langue est grosse. Celui-là n'est pas spectaculaire, mais on voit certains enfants, des fois, qui ont des tumeurs au niveau de la langue. La mâchoire inférieure est très avancée par rapport à sa position normale parce que la mâchoire inférieure va accommoder les tissus mous. Quand on regarde du côté droit, on a un enfant qui a une agénésie de la langue. Donc, on a une longueur quand même de la mâchoire inférieure qui s'est faite. Par contre, comme il n'y a pas de pression de la langue, la mâchoire inférieure est un petit peu plus courte. Maintenant, si on regarde les dystrophies myotoniques, si on regarde, on va en voir plusieurs. Ils n'ont pas vraiment une différence entre la mâchoire supérieure et inférieure. Les longueurs des mâchoires sont quand même à la bonne place. Donc, si on prend plusieurs cas, on va se rendre compte que oui, il y a une influence, mais dépendant de la posture de la langue, mais qui n'est pas spectaculaire. Donc, on sent que ce n'est pas quelque chose qui est un facteur intrinsèque comme tel, mais beaucoup plus postural. Si on regarde encore ici, si vous regardez la langue, au lieu d'avoir la langue qui est collée au palais et qui prend toute sa place, la langue est souvent basse et s'appuie sur la mâchoire inférieure, sur la partie antérieure. Puis c'est souvent rapporté que le type de malocclusion qu'on voit chez les Steinert existe aussi dans la population en général, mais c'est souvent relié à une langue qui est basse et qui est en posture antérieure. Quand on parle du processus dento-alvéolaire, c'est une partie osseuse qui apparaît vraiment juste à la formation des dents. La croissance va être fortement influencée par l'environnement buccal. C'est-à-dire, si vous sucez votre pouce, la mâchoire va se déformer, puis c'est cette partie-là de la mâchoire qui va se déformer, c'est l'os alvéolaire. Ça contribue à la dimension verticale et antéro-postérieure de la croissance faciale, surtout verticale, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, la partie verticale est beaucoup dictée par l'apparition en fait de l'os alvéolaire. Excusez. Ça, encore là, ça contribue aux dimensions verticales, transverses, puis la raison, en fait, c'est à cause de l'éruption des dents. Dans le cas de dystrophie myotonique sur la malocclusion dentaire, bien, souvent, ce qu'on va voir chez ces enfants-là, c'est une béance antérieure. On va avoir une voûte palatine qui est étroite, puis on va avoir une augmentation de la hauteur faciale antérieure. Quand on travaille en orthodontie, on sait que ces trois types de malocclusion-là, ce sont les plus difficiles à corriger. Puis ce sont celles aussi où on va avoir le plus de chances de récidive. Ça, c'est une béance antérieure. C'est fréquent, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que vous allez voir certains enfants qui n'ont pas cette béance antérieure-là, celle-là est quand même assez spectaculaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a des contacts sur les dents postérieures, il n'y a pas de contact sur les dents antérieures. Ça veut dire que ces enfants-là, quand ils viennent pour croquer dans quelque chose, ils ne sont pas capables, tout simplement parce que les dents ne se rejoignent pas antérieurement.
Souvent, on va avoir des encombrements dentaires parce que la posture de la langue a permis aux dents de s'écraser vers l'arrière et puis elle ne se place pas correctement sur les arcades. Ces enfants-là ont des répercussions sur la mastication, ils ont des difficultés d'élocution, c'est pas esthétique, puis c'est relié définitivement à la déglutition et la posture linguale. C'est pas mon domaine, alors je vais laisser les orthophonistes parler de ça. Encore là, on voit, puis c'est assez régulier, la plupart des radiographies que j'ai réexaminées, quand je comparais à la norme, on voyait toujours que la posture de la langue était très basse, puis des fois antérieure aussi, qui était visible là-dessus. Quand on prend ces radiographies-là, on leur demande habituellement d'être au repos à ce moment-là, puis on voit vraiment la posture, les lèvres ne se touchent pas. C'est important parce que quand les lèvres ne se touchent pas, pour nous, en tant qu'orthodontistes, c'est un indicateur que la respiration est buccale, que la posture est hypotone, qu'il y a un problème de croissance verticale qui est excessive. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Au niveau des traitements orthodontiques, il y a possibilité de faire une phase orthopédique, mais seulement, pour ce type de malocclusion-là, seulement si on fait une correction du patron de déglutition. Si ça, c'est pas fait, c'est impossible de faire une phase orthodontique parce que c'est la posture de la langue qui est en cause. Ça doit être entrepris jeune pour avoir un impact. Normalement, ça va être fait à l'âge de 8 et 12 ans. La phase orthodontique va être faite habituellement vers l'âge de 10 ans. Ça veut dire que ça doit être précédé par l'orthophonie de toute façon. Puis seulement que les béances qui sont mineures peuvent être corrigées. C'est-à-dire que si vous avez 1 ou 2 mm à fermer pour une béance antérieure, vous pouvez le faire orthodontiquement, mais vous ne pourrez pas le faire si c'est 3, 4, 5 mm parce que tout ce que vous allez faire, c'est tirer sur les dents puis les extraire lentement. Donc ça ne fonctionne pas. Ça a un haut taux de récidive, donc même si vous fermez en avant, si l'habitude n'est pas corrigée, les dents vont reprendre leur position. Donc, souvent, ces jeunes-là vont se retrouver à l'âge adulte, veulent absolument une correction parce qu'ils ont des répercussions des malocclusions. La phase orthodontique, habituellement, il faut qu'ils aient au moins 18 ans. Chez les filles, un petit peu moins, là, mais ça dépend. Normalement, ce qu'on fait, on fait un âge osseux pour vérifier si leur croissance est terminée. Parce qu'on sait que même si certains problèmes persistent, la croissance, étant donné qu'à partir de 18 ans, la croissance se ralentit énormément. Il y a des changements faciaux, mais qui sont très, très minimes. À ce moment-là, il y a moins de récidive. Il y en a quand même, par contre, ce qui fait que ce ne sont pas nécessairement des bons candidats pour faire des corrections orthodontiques et chirurgicales. Donc, c'est requis effectivement pour les cas les plus sévères. Il y a, comme j'ai dit, le taux de récidive est quand même élevé, puis ça comporte quand même un élément élevé de risque parce que ce sont des chirurgies majeures. Pour faire ce type de chirurgie-là, premièrement, ça prend un traitement orthodontique pour aligner les dents. La chirurgie elle-même va durer, je vous dirais, entre 3 et 7 heures de salle d'op. Puis c'est des enfants qui ont des difficultés cardiaques, donc ça, c'est une composante qu'il faut prendre en ligne de compte. Ce n'est pas les patients qu'on aimerait envoyer en chirurgie plus tard. Voûte palatine étroite, ça indique en fait la présence d'une hypotonie de déglutition atypique ou de respiration buccale. Puis ça, c'est dans la population générale, c'est pas juste les Steinert, mais c'est ce qu'on voit chez les Steinert. C'est souvent accompagné d'un articulé croisé postérieur bilatéral. Ce que vous voyez ici, c'est que normalement, l'arcade supérieure devrait être à l'extérieur de l'arcade inférieure. Puis dans ces cas-là, souvent, vous allez voir l'arcade supérieure qui est plus étroite que l'arcade inférieure. Puis des fois, c'est compensé parce que même si les dents sont au bon endroit, l'arcade inférieure, les dents vont être inclinées vers la langue, donc il y a moins de place pour la langue aussi. Ça va nous causer encore des difficultés masticatoires, des difficultés d'élocution, puis c'est inesthétique, puis c'est relié encore à la déglutition puis la posture linguale. Quand la voûte palatine est étroite, ça se corrige à l'âge de 8 à 12 ans. On fait une expansion palatine. C'est un appareil relativement facile à poser. Par contre, simplement, il y en a peut-être qui ont déjà eu des enfants qui ont porté ce genre d'appareil-là. Il y a une petite vis, on tourne, puis tranquillement, l'appareil est élargi. Ça remplace en fait la langue qui aurait dû être là pour donner la largeur du palais. Parce que si la langue est là, elle fait ce travail-là. Si ça n'a pas été fait pour une raison quelconque, ça peut être fait avec des appareils.
Par contre, encore là, si la déglutition ou la langue n'est pas à la bonne place, une fois qu'on enlève l'appareil, il va y avoir une récidive et les dents vont se déplacer encore. La phase orthodontique encore à 10 ans, c'est toujours la même chose. Les mouvements dentaires peuvent se faire si ce sont des mouvements dentaires. Puis, si la suture est fermée, à ce moment-là, on ne peut pas faire d'expansion. Parce que il y a une suture intermaxillaire qui se ferme à l'âge de 12 ans. C'est pour ça que ce genre de traitement-là peut être fait avant 12 ans. Après 12 ans, ça ne peut pas être fait. Il faut que ça soit fait de façon chirurgicale. Et encore là, ça va être pour les cas les plus sévères. Il y a encore là un haut taux de récidive, puis ça comporte encore un élément de risque. Ce qu'on remarque, par contre, ce qu'on connaît des proportions faciales, c'est qu'on sait que le haut du visage devrait avoir une proportion de 45 % et le bas du visage de 55 %. Chez tous les enfants, ou pratiquement tous les enfants qu'on a vus, on se retrouve avec le bas du visage qui est plus élevé que 55 %. Donc, on se rend compte que ces enfants-là ne sont pas capables de fermer les lèvres. Ils ont de la difficulté à mastiquer, ils vont manger de la bouche ouverte. C'est pas esthétique, ils se plaignent beaucoup de ne pas pouvoir se faire comprendre quand ils parlent. Le premier cas que je vous montre, c'est tous des cas que j'ai pris vraiment au hasard, là. Premier cas, en haut, 41 %, en bas, 59 %. C'est relativement rare d'avoir des proportions aussi différentes au niveau facial. Donc, c'est important de savoir que ça, c'est une constante chez presque tous les enfants qui ont un Steinert. Le repère supérieur à la base de l'os nasal. Juste ici, exactement. Le repère inférieur juste en dessous de la pointe nasale. Puis le repère inférieur juste en dessous du menton. On a la même chose ici. Puis vous allez remarquer que ce qui se passe, on a une adaptation au niveau des condyles qui sont un petit peu plus longs qu'ils devraient être. Puis l'os alvéolaire est très long. Donc on sait qu'il y a eu un excès de croissance. Les dents se sont développées. Puis ce qui se passe, en fait, vous voyez, il y a des cas qui sont un petit peu moins pires, mais on voit quand même que les dents sont longues. L'os est très, très long au niveau de la mandibule. Encore, on a la même chose. On a encore un excès d'os alvéolaire. On a encore la même chose ici. Les proportions sont meilleures ici, mais vous remarquez, ça, c'est un enfant qui était suivi en orthophonie puis ferme ses lèvres. Il y a le haut du visage aussi qui est très long. Donc, ça, c'est génétique d'avoir le haut du visage long, mais le bas du visage va avoir tendance à être long. Donc, on a un enfant ici qui a quand même une certaine correction qui a été apportée. Au niveau des conclusions, la longueur du maxillaire et de la mandibule va varier. Donc, pour moi, quand je regarde des études céphalométriques chez ces enfants-là, ça ne devient pas un facteur important. Donc, ce n'est pas intrinsèque que c'est un défaut des mâchoires comme tel. La relation entre les mâchoires va varier. Donc, j'ai des enfants qui ont la mâchoire inférieure qui est avancée par rapport à celle du haut et vice-versa. Donc, la majorité des cas, c'est une augmentation de la hauteur faciale puis une béance antérieure, mais qui va être attribuable au procès alvéolaire qui en fait, réagit par éruption passive des dents postérieures parce que les dents ne sont pas en contact. La bouche est toujours ouverte, donc quand la bouche est ouverte, à ce moment-là, les dents continuent à faire leur poussée et essaient de se rejoindre tout simplement. Il y a une difficulté des antérieurs à faire une éruption suffisante pour compenser la hauteur faciale augmentée parce que le trajet des dents postérieures est moins long à faire que les dents antérieures, c'est-à-dire que les dents antérieures, pour pouvoir se rejoindre, ils ont beaucoup plus d'os à former. Puis à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des béances antérieures. Donc, les facteurs étiologiques, puis ça, c'est en général, c'est hypotonie, mauvaise posture, bouche ouverte, pas de contact en déglutition. Puis ça, c'est vraiment at large, c'est tous les enfants qui vont présenter une béance antérieure, mais c'est particulier vraiment aux enfants qui ont un Steinert. Je vais vous montrer ce cas-là parce que c'est le même enfant, puis assez surprenamment, on s'est rendu compte que quand on envoie, parce que c'est pas les orthodontistes qui prennent les photos, c'est fait en photo médicale, on s'est rendu compte que l'enfant posturait en avant, il laissait sa mâchoire inférieure avancée. Vous allez remarquer en bas, à gauche et à droite, que les dents du bas sont en avant, mais ce n'est pas sa posture normale. Si on le recule à la bonne place, c'est en haut. En fait, ça, c'est sa vraie posture quand on met les os à la bonne place, on met les deux mâchoires à la bonne place. En fait, il n'y a pas de différence entre les deux mâchoires.
Par contre, si vous regardez à droite, vous allez remarquer que comme c'est des enfants qui sont hypotoniques, c'est des enfants qui laissent traîner les dents primaires, ils ne les enlèvent pas, ils ne font pas comme d'autres enfants qui ça les fatigue, ils vont essayer de les enlever. Puis ça, on voit ça fréquemment parmi cette clientèle-là, que les dents primaires sont laissées là, puis elles ne sont pas enlevées. Les facteurs qui vont être à considérer, en fait, c'est que sans intervention en bas âge, la situation va tendre à s'aggraver, étant donné que c'est un phénomène qui arrive avec la croissance. Donc, plus ça s'aggrave, plus ça devient complexe à traiter, puis plus on s'avance vers une chirurgie pour corriger le problème. Le problème initial, ce n'est pas un défaut de croissance, mais l'influence du problème myotonique sur la croissance des tissus osseux. Les traitements orthodontiques ne peuvent pas corriger la malocclusion sans que l'étiologie de la malocclusion soit adressée. Une autre petite parenthèse ici que je voulais rajouter, c'est que ces enfants-là ont énormément de difficultés avec l'hygiène buccale. Sans une bonne hygiène buccale, à ce moment-là, ce n'est pas des enfants qui sont les bons candidats à l'orthodontie parce qu'on va se retrouver avec énormément de caries par la suite. Merci. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions, mais je vous demanderai de les garder pour la fin. Il faut que je rebranche celui-là. Tu vas venir te... Maintenant, je vous présente Lucie Ménard. Elle est professeure titulaire au département de linguistique de l'UQAM, chercheure au CHU Sainte-Justine et adjointe à la direction de l'axe des maladies musculo-squelettiques et réadaptation du centre de recherche du CHU Sainte-Justine. Elle a travaillé avec nous avec Marie Bellavance Courtemanche, qui est étudiante à la maîtrise en linguistique de l'UQAM et travaille au laboratoire de phonétique de l'UQAM sous la direction du professeur Lucie Ménard. Alors, j'invite Lucie Ménard à venir nous parler, nous démontrer comment les sons sont produits chez un sujet normal et comment ils le sont chez quelques sujets atteints de la maladie de Steiner. Là, je ne sais pas comment ouvrir ça. Je vais partir avec. Est-ce qu'il y a un micro? C'est ça le micro, je présume? D'accord. Je vous remercie beaucoup. Je remercie toute l'équipe avec à sa tête Sylvie de nous avoir accueillis au départ. C'est un plaisir renouvelé de travailler avec vous et puis on l'apprécie énormément. Alors, le but ici de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est d'essayer d'obtenir des mesures quantitatives de la parole produite chez les jeunes atteints de DME. Le but, c'est de complémenter l'évaluation orthophonique, entre autres. Ce n'est pas du tout de la remplacer, mais c'est d'essayer d'apporter une mesure, comme je vous ai dit, quantitative, vérifiable, et qu'on peut évaluer dans un cadre longitudinal aussi. Je vais y revenir. Alors, les objectifs généraux, c'est d'abord de cibler les facteurs qui nuisent à l'intelligibilité des jeunes atteints, les jeunes Steiner. D'abord, je pense que c'est ça l'idée. L'idée de l'intervention orthophonique au départ, c'est d'essayer d'améliorer l'intelligibilité, c'est de les aider à se faire comprendre. Et on va aller chercher des facteurs reliés au mouvement de la langue, au mouvement des lèvres, qui peuvent essayer d'expliquer les variations d'intelligibilité qu'on observe. Et c'est aussi, ça c'est important, ça va être sur le long terme, c'est de fournir une composante quantitative à l'évaluation longitudinale des jeunes à Steiner. Donc, sur plusieurs années, quand ils vont revenir pour leur évaluation annuelle, on veut essayer de voir l'évolution, de vraiment évaluer avec précision l'évolution dans les mouvements articulatoires, puis de voir si c'est relié à leur intelligibilité, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, rapidement, une petite image, quelques petites images sur la musculature de la langue, des lèvres, de la mâchoire. Donc, vous voyez, je vous apprends rien en vous disant que la dystrophie myotonique de Steiner
affecte la musculature, affecte les muscles, comporte entre autres une importante myotonie. La parole, c'est faire bouger un ensemble de muscles. Alors, vous voyez les muscles de la langue ici. Alors, l'hyoglosse, génioglosse, cyloglosse, palatoglosse, c'est ces muscles-là qu'on active quand on veut produire des sons comme I ou A, par exemple. L'orbiculaire des lèvres, c'est un muscle extrêmement important pour produire OU par rapport à I. Le masséter, le temporalis, ce sont deux muscles extrêmement importants pour abaisser la mâchoire. Normalement, quand on a ces muscles-là qui fonctionnent bien, on est capable de parler et de se faire comprendre. Ces muscles-là vont être atteints dans la maladie Steinert. Et on va essayer de voir quelle est la conséquence sur ces sons-là. Alors, jusqu'à maintenant, on a 10 participants, 10 jeunes Steinert qui ont été évalués au CRME. Il y en a 9 qui ont collaboré. Il y en a un qui ne voulait pas parler. Vous allez voir avec le dispositif expérimental qu'on a, que parfois, il y a des jeunes qui ne veulent pas se prêter à l'expérimentation, mais c'est plutôt rare. On est en train de recruter des participants contrôle à parier en âge et en sexe. On en a 4 jusqu'à maintenant, donc c'est sur ces données-là que va porter notre analyse. Le dispositif expérimental, je vous montre le dispositif tel qu'il est en laboratoire. Donc, les mesures sont prises de différentes façons. On a le participant ici. La mesure des mouvements des lèvres et du menton, elle est prise par un échographe. Donc, je vais passer tout de suite ici pour vous montrer les senseurs. Un échographe, c'est un ensemble de caméras qui fait un suivi. C'est des caméras infrarouges qui suivent le mouvement de senseurs, de petites diodes qui sont posées sur le visage. Donc, c'est juste à poser avec du ruban adhésif. Donc, vous avez 4 senseurs sur les lèvres, lèvres supérieures, lèvres inférieures, commissure droite, commissure gauche, un senseur sur le menton. Et là, pour corriger les mouvements de la tête puis avoir des mesures uniquement dues aux articulateurs, on a des senseurs sur la tête ici et 4 senseurs sur une sonde. La sonde que vous voyez ici, c'est ce qui nous permet d'enregistrer les mouvements de la langue. C'est un échographe. Vous voyez notre appareil ici, un échographe portatif, qui est le même échographe qui est utilisé en imagerie médicale. C'est absolument pas spécifique à la parole, mais on l'a adapté à la parole. On fait tenir la sonde par un casque en plastique qui est soutenu par des élastiques. C'est pas très lourd. Il n'y a rien qui va à l'intérieur de la bouche, c'est totalement non-invasif. C'est ça qui est intéressant. Et on peut observer les mouvements d'organes internes sans que ce soit invasif. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on leur a fait dire? Donc, le système, on l'a déplacé. Tout ce système-là, on l'a déplacé à Marie-Enfant. Les jeunes se sont présentés à Marie-Enfant et ils ont fait leur évaluation de parole en même temps que d'autres évaluations. Alors, ce qu'on leur a fait dire, plusieurs choses. Je rappelle que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait jusqu'à maintenant, donc on n'a pas d'études qui vont nous indiquer quel est le corpus qu'on doit leur faire dire, c'est quoi les voyelles à cibler, les consonnes à cibler. Donc, on y est allé de façon un peu exploratoire. Avec l'orthophoniste aussi qui nous a donné des indications sur les sons qui étaient les plus affectés. Donc, ils devaient dire de la parole spontanée, ils nous parlaient de leur film préféré, de ce qu'ils aimaient. Ensuite, de l'alimentation, on va en parler plus tard. Et on avait un petit corpus, là, des syllabes, consonnes, voyelles, qui étaient dans des phrases porteuses. Donc là, ici, c'est le côté un petit peu plus contrôlé de notre expérimentation. C'est sûr que si on veut essayer d'évaluer avec précision l'évolution des mouvements de la parole, il faut qu'on puisse l'évaluer dans les mêmes phrases, dans le même contexte, tout ça. Donc, c'est sûr que ça rend les choses un peu moins écologiques, mais on s'est quand même arrangé pour avoir un déroulement qui était plutôt assez simple. Donc, le corpus qu'on avait était ce genre-là. On avait des petits personnages que l'enfant voyait qui s'appelaient Ba, Da, Mana, Bi, Di, Mini, etc. Et le petit personnage voyait différentes choses. Donc, l'enfant disait Ba, voit le château, Ma, voit le tapis. Et ça se présentait comme ça. Il y avait un petit personnage qui était présenté sur un écran d'ordinateur. On disait, le petit personnage, il s'appelle Ba. Le petit personnage, il s'appelle Mi. Et tu me dis ce que tu vois. Qu'est-ce qui fait Ba? Qu'est-ce qui fait Mi? Donc, Mi voit la forêt, Ba voit le château, etc. Voilà. On leur a fait dire ça dans différentes conditions de parole. Ça aussi, c'est important. On leur demandait de parler normalement. Ensuite, de parler de façon très claire, de façon hyper articulée et de façon rapide. Le fait de les forcer à parler de façon hyper articulée, c'est une condition qui leur fait vraiment ressortir ce qui est le plus intelligible pour eux. Quand on leur demande de se rendre intelligible, c'est là qu'on voit ce qui est pour eux le plus important. Normalement, c'est un stade d'acquisition de la parole. Chez l'enfant petit, il n'est pas capable
de se rendre beaucoup plus intelligible qu'il l'est en conditions normales. Si on le force à parler clairement, il va parler comme s'il parlait normalement. Mais rendu à 5-6 ans, là, il est en mesure de faire varier ça, cette façon de parler hyper articulée. Donc, c'est un stade d'acquisition. Chez les enfants qui ont des troubles de la parole, des fois, là, c'est quelque chose qu'on remarque qui n'est pas tout à fait acquis. Ils ont demandé de parler vite aussi pour voir si c'était quelque chose qu'ils pouvaient maîtriser aussi, là, si leur système moteur leur permettait de parler rapidement. Ce qui est aussi un stade, un jalon dans l'acquisition chez l'enfant. D'abord, je vous présente un premier résultat qui est l'intelligibilité. Donc, ce à quoi on s'intéressait, c'est un pourcentage correct. On a fait ça par accord interjuge entre chercheurs. C'est un chiffre que ça nous donne. On est en train de faire quelque chose de plus long. Je vous dis à quoi ça réfère, ce pourcentage-là, en fait. Hop. Si je retourne ici, donc, on lui disait que le personnage, on s'intéresse juste au personnage quand on analyse nos paroles. Mettons qu'on lui dit qu'il s'appelle Mi. Eh bien, l'enfant essayait de dire « mi », et à l'écoute, nous, on essayait de voir si on entendait vraiment « mi ». Si on n'entendait pas « mi » ou si c'était pas clair, bien, le score d'intelligibilité descendait. On a fait une moyenne sur tout ce qu'il a dit. Alors, le score que vous avez ici, un score parfait, c'est 100 %. Vous voyez que nos sujets contrôle, ils sont très intelligibles. C'est ça à quoi on s'attend dans des conditions comme ça. On demande de dire « mi »,« ba », ils vont effectivement dire « mi » et « ba ». Les patients Steinert, par exemple, eux ont un taux d'intelligibilité clairement réduit. Ça confirme ce qu'on savait, jusque-là, ça va. Là, ce qu'on veut amener, la partie nouvelle qu'on veut amener, c'est pourquoi il y a cette différence d'intelligibilité-là. Est-ce que c'est parce que les lèvres ne s'ouvrent pas? C'est parce que la langue bouge mal? Est-ce que... Tout ça, sachant, gardant en tête que quand on parle, on est capable de compenser énormément. On est capable de parler pour ceux qui fument avec une cigarette, je n'ai jamais fumé, je ne sais pas, mais on est capable de parler en mangeant, on est capable de parler en marchant de la gorge, on est capable de se faire comprendre dans plein de conditions. Donc, c'est pas parce qu'un enfant est moins intelligible que ça veut forcément dire que ses lèvres bougent moins ou que sa langue bouge moins bien. Il peut y avoir, ça peut bouger moins bien dans un sens, mais beaucoup mieux dans l'autre. C'est ça qu'on va évaluer. Alors, je vous montre ici pour un cas, un contrôle, un enfant contrôle, la position des senseurs de la bouche et du menton. Donc, c'est comme si vous voyiez le visage de face. Ça ici, c'est haut de la lèvre, bas de la lèvre, commissure gauche, commissure droite et menton. Okay, donc, il y a une ellipse qui a été faite là-dessus. Ce qui est en bleu, c'est sa façon de produire « ou » en conditions normales, et en rouge, c'est quand on lui demande de parler clairement. Pour un contrôle, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de différence pour « ou », c'est tout à fait normal. C'est une voyelle qui est très stable, ou on n'a pas le choix d'arrondir les lèvres, ça va rester comme ça. Regardez pour un « a », ce qui se passe quand on produit « a », qu'on nous demande de parler clairement, bien, intuitivement aussi, on ouvre la bouche plus. Ce qui est important de noter ici, qui est typique des contrôles, qu'on ne retrouvera pas chez les Steinert, c'est qu'autant la lèvre inférieure descend, autant la lèvre supérieure monte. Ce n'est pas très évident ici, mais on a toujours cette différence-là. Donc, il y a une collaboration des deux lèvres. Quand on ouvre la bouche pour faire un son qui demande que la bouche soit ouverte, la lèvre supérieure et la lèvre inférieure s'ouvrent toutes les deux collaborent au son. Ça aussi, c'est un stade d'acquisition chez l'enfant. Plus jeune, l'enfant d'1 an commence à acquérir ça. Si vous regardez ce qui se passe chez les Steinert, vous avez un exemple ici, la voyelle OU, la voyelle A, vous avez une bouche, une forme différente, et ça, je vous donne 2 cas, là, mais c'est typique des Steinert qu'on voit là. Pour la production des sons, la bouche a une forme à peu près semblable, et ce qu'on voit, c'est qu'il y a à peu près peu de différence entre la forme hyperarticulée et normale, et qu'il n'y a pas du tout cette collaboration de la lèvre supérieure et de la lèvre inférieure. Quand on regarde ce qui se passe pour faire des consonnes, je ne vous l'ai pas dit ici parce que je vais manquer de temps, mais on voit que c'est la lèvre inférieure qui pousse la lèvre supérieure de façon très, très passive pour faire un « b » quand ça ferme, parce que souvent ça ne ferme pas. Pour faire un « b » ou un « me », c'est vraiment poussé. On n'a pas de résistance de la lèvre supérieure. Donc ça, c'est assez clair de ce qu'on observe. Ça ne va pas forcément diminuer l'intelligibilité, ça. C'est important de garder ça en tête, c'est ça qu'on va voir. Voilà, je vous ai donné quelques exemples pour revoir un peu mieux ce qui se passe. Donc, je vous fais entendre différentes voyelles. Vous allez entendre « ba » voit quelque chose, vous allez entendre « bi » voit quelque chose et « bou » voit quelque chose. Donc, essayez de voir pour vous si c'est particulièrement intelligible ou non. Et ce que vous allez voir ici, oui, je vais vous le dire effectivement, c'est une image par échographie de la langue. Donc, ça ici, c'est comme si... Ça, c'est la partie antérieure
C'est la partie antérieure de la langue. Qu'est-ce qu'il y a? Ici, il y avait un pointeur. Oui, je l'ai ici, c'est bon. C'est la partie... Oui, je pointe sur mon ordinateur. Je comprends que vous ne voyez pas. Je pointais sur mon écran d'ordinateur. C'est la partie antérieure de la langue et ça, c'est la partie postérieure de la langue. C'est une coupe sagittale. Donc, c'est comme si j'étais de ce côté-là. Vous allez voir comme si ma tête était coupée. Le contour blanc, ici, c'est la frontière entre ma langue et l'air. OK? Vous allez voir ce que ça dit. Évidemment. Pardon? Est-ce qu'on peut baisser les lumières de la salle? S'il vous plaît. Puis j'ai pas de son. Il est dans le tapis, là. Il est censé être dans le tapis. Ça va être mieux. On va essayer d'aller voir ça. Je pense que monsieur essaie de... Je peux y aller? Oui, C'est beau. On peut avoir un petit peu plus fort, ce serait parfait, mais je pense que c'est bon. Donc, c'est bas, voit le chapeau. Bas, voit le chapeau. Bas, voit le chapeau. Un autre cas. Voilà. C'était plus le fichier vidéo ici que je voulais que vous regardiez. Vous savez, la langue ici, je vais y revenir, mais si vous remarquez, en fait, les contrastes ne sont pas très grands entre les voyelles. Quand on les écoute et qu'on essaie d'identifier qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'elle a dit, c'est pas du tout évident. Alors, voilà. Si on essaie de mesurer de façon quantitative, c'est ça qu'on aimerait voir et essayer de suivre d'une année à l'autre de façon longitudinale, on essaie de mesurer l'ouverture des lèvres. Vraiment, la quantifier dans tous les sons. Bien, ce qu'on remarque, et ça confirme un peu ce qu'on avait, c'est que donc cette colonne-là, plus elle est haute, plus les lèvres sont plus les lèvres sont ouvertes pendant la production de la parole. Donc, effectivement, chez les Steinert, les lèvres sont toujours très ouvertes, et alors que chez les contrôles, non, ça change beaucoup. Voilà. Pour les mouvements de la langue, je vous montre qu'est-ce qui se passe chez un sujet contrôle. Normalement, ce que vous voyez, comme je vous ai dit, c'est les contours de langue de côté. Ce que vous avez, c'est trois formes bien distinctes entre un OU, où la langue fait une boule, un I, où la langue est haute et à l'avant, et un A, où la langue est plutôt plate. On devrait avoir trois formes distinctes pour entendre trois sons différents. Donc, évidemment, quand on parle, on est censé parler à un débit relativement rapide. Ces muscles-là sont censés bouger assez vite. Donc, ça aussi, c'est responsable d'une baisse d'intelligibilité. Chez le Steinert, ça ne bouge pas assez vite. Si on regarde ce qui se passe pour la position de la langue chez les Steinert, ce qu'on essaie de voir ici, c'est le degré de courbure. Donc, selon cet axe-là, plus c'est haut, plus la langue, elle est plate, et plus c'est bas, plus la langue, elle est courbée comme ça. Les contrôles sont capables de courber la langue. Normalement, c'est le styloglosse qui fait ça, mais les Steinert ont beaucoup de difficultés. On a une langue plus plate. C'est un patron qui est similaire aux enfants contrôle plus jeunes. C'est ça qu'on remarque en général pour tout ce qui est mouvement de la langue, c'est que les formes de langue, les mouvements de la langue qu'on observe chez les Steinert, c'est ce qu'on observe à un stade précoce, à un stade plus jeune chez les enfants contrôle. Ça, c'est assez intéressant. Même chose aussi pour l'antéro-postériorité de la langue. Donc ça, c'est la langue plus arrière, la langue plus avant.
Bien, chez les Steinert, ça confirme ce que le Dr. Fay avait dit tout à l'heure. Les Steinert ont une langue beaucoup plus antérieure, même pendant la parole. Donc, au repos, elle est plus antérieure, même pendant la parole aussi. Ce qui est intéressant ici, je m'intéresse à la nasalisation un peu. C'est quelque chose qui est fréquemment observé en orthophonie, les sons qui sont nasalisés. Je vous explique rapidement, juste par ce schéma-là, ce qu'on a observé. La nasalisation entraîne une faiblesse acoustique assez grande, une faiblesse de certaines consonnes, les B, les D, qui sont articulés de façon très molle. Ça s'explique quand on voit ce qui se passe ici. Pour faire B, D, par exemple, les lèvres doivent être fermées, je me trompe de bouton, les lèvres doivent être fermées ici et la langue doit être aux alvéoles ici. Ce qu'il faut en plus, c'est qu'il faut que la luette soit accolée à la paroi pharyngale ici, même chose. Ça, ce que ça fait, c'est que l'air va sortir, va essayer de sortir uniquement par la bouche, et quand les lèvres vont se relâcher, ça va faire un B, de ce qu'on appelle un bruit d'explosion, qui fait qu'on va entendre le son. Chez les Steinert, ce que ça donne, ce qu'on a, c'est que le muscle, le levator palatini, n'est pas assez fort, donc la luette se décolle de la paroi pharyngale et l'air fuit par le nez. Au lieu de s'en aller uniquement par cette cavité-là, elle fuit par le nez. Donc, on a un son nasillard, c'est ce qu'on observe chez les Steinert, mais en plus, comme ça fuit par le nez, il n'y en a plus assez qui va dans la cavité avant ici. Donc, quand les patients ouvrent la bouche, ça fait un B, de qui est très mou et très inintelligible. C'est ce qu'on a observé ici. Hop. Je vous fais entendre ça. Je vous demanderai ça, c'est 5 consonnes. Essayez de porter attention au son. Hop. Où voit la souris? C'est le métro, là. Ou les manifestants de l'UQAM, ça change. C'est correct. Je préfère ça. Loup. Le château. Donc, parfois, entre mou et nous, vous avez ici, on n'a pas de grande différence par rapport à loup, bou et dou, où on entend toujours la nasalisation de toute façon. Maintenant, je vous rappelle qu'on les avait fait parler dans différentes conditions, hyperarticulées, normales, rapides. Donc, est-ce qu'ils sont capables d'articuler clairement? Est-ce qu'ils sont capables d'articuler de façon plus rapide? Vous voyez ici l'influence de la durée. Normalement, chez un sujet contrôle, quelqu'un qui parle rapidement va raccourcir la durée de ses sons, puis quelqu'un qui parle clairement va allonger la durée de ses sons. C'est normal. Chez l'enfant Steinert, on n'a presque pas de différence entre les trois. Donc, ça aussi, ça contribue sans doute à sa diminution d'intelligibilité. Il y a beaucoup de difficultés à faire varier la durée des sons pour se rendre plus clair et pour parler rapidement. Est-ce qu'il est capable de parler fort, par ailleurs? Oui, il est capable de parler fort, même plus fort que le contrôle. Il y a vraiment une compensation en essayant de parler plus fort, puisqu'il n'est pas capable de parler de façon claire, juste en variant sa durée. J'ai d'autres films si on veut les entendre plus tard. Alors, si je résume, chez les DM1, les mouvements labiaux semblent plus affectés que les mouvements linguaux. On avait, dans les différences de position de langue et tout ça, on avait des différences importantes, mais elles étaient de moins grande ampleur que ce qu'on observait dans les lèvres. L'ampleur relativement grande des déplacements de la langue va compenser pour l'ampleur un petit peu plus réduite des mouvements des lèvres. Ça, c'est variable chez les individus, mais c'est quand même ce qu'on observe. L'intelligibilité est quand même nettement entravée chez les DM1. Entre autres, ça c'est notre hypothèse, ça mériterait d'être vérifié, là, mais entre autres, en raison de l'importance visuelle des lèvres quand on parle à quelqu'un. Donc ces enfants-là parlent à leur interlocuteur et quand on perçoit la parole, on l'entend puis on la voit aussi. Si je cache mes lèvres, là, vous allez moins bien me comprendre, même si je suis loin un peu. Donc, le fait que la position des lèvres soit très figée, les mouvements soient plutôt faibles, sans doute que ça entrave l'intelligibilité en face à face. Les prochaines étapes, c'est de relier ces mesures-là, ces mesures de parole aux mesures crânio-faciales. Et ce qui serait intéressant aussi, c'est à l'évolution des mesures crânio-faciales, l'évolution des changements d'une année à l'autre. Je pense que ce serait là qu'on pourrait voir vraiment les changements qui s'observent, c'est de façon longitudinale. Donc, effectuer un suivi longitudinal avant-après traitement, qui soit d'ordre orthodontique, ce qui concerne la déglutition, orthophonique, agrandir notre cohorte de patients aussi. Donc, c'est nos prochains défis, je pense. Merci. C'est le son.
Pouvez-vous visser ça? Alors maintenant, je vous présente Jean-François Aubin-Fournier. Il est physiothérapeute à Marie-Enfant depuis septembre 2009. Il a complété son baccalauréat en kinésiologie à l'Université McGill en 2007 et sa maîtrise en physiothérapie en 2009 à l'Université d'Ottawa. Il travaille depuis 2010 avec nos jeunes. Jean-François. Marie-Christine est orthophoniste. Elle a complété son baccalauréat et sa maîtrise en orthophonie à l'automne 2008 à l'Université de Montréal. Depuis son arrivée au centre, elle travaille avec les jeunes ayant un diagnostic de maladie neuromusculaire. Elle travaille aussi avec une clientèle en neurotraumatologie. Et depuis le début du projet Multi est avec nous. Catherine Deshôtels, ergothérapeute. Elle a complété son baccalauréat en kinésiologie à l'Université de Montréal en 2005 et une maîtrise en ergothérapie à l'automne 2010 à l'Université McGill. Et elle aussi, elle travaille depuis son entrée à Marie-Enfant en maladie neuromusculaire. J'invite donc maintenant l'équipe du CRME à venir nous parler de l'impact sur la fonction et sur les habitudes de vie. Bonjour tout le monde. Donc, on va vous présenter un peu comment on voit la prise en charge de la clientèle présentant une DM en pédiatrie au Centre de réadaptation Marie-Enfant. Donc, en premier, on va vous présenter les caractéristiques générales de cette clientèle-là qu'on juge important à prendre en considération là, dans la prise en charge de ces jeunes-là. Par la suite, on va vous présenter un peu nos observations dans chacune des disciplines face à cette clientèle-là qui ont un rapport avec la sphère orofaciale, soit de plus près ou de plus loin, pour par la suite voir un peu comment on voit l'intervention auprès de cette clientèle-là. Deux choses importantes à spécifier avant de commencer. En fait, dans le colloque, on entend parler des différents types de dystrophie, en fait, selon l'âge d'acquisition. Donc, nous, en pédiatrie, on voit la forme infantile, mais aussi beaucoup la forme congénitale. C'est important de savoir que les jeunes qui présentent une forme congénitale, les atteintes sont quand même beaucoup plus importantes. Donc, ça a un impact dans la prise en charge. Aussi, avec la clientèle pédiatrique, il y a les parents également qui sont très importants. Et dans cette maladie-là, on sait que les jeunes qui présentent la maladie, automatiquement, là, il y a un des deux parents qui présente également la maladie. La dystrophie myotonique de Steinert, on a intitulé la deuxième diapositive, c'est un défi pour les intervenants. C'est vrai que c'est un défi, cette clientèle-là, pour plusieurs raisons. Il y a évidemment des facteurs cognitifs, des troubles exécutifs qui sont présents chez la presque totalité de la clientèle qui présente les formes que l'on rencontre à Marie-Enfant, donc les formes congénitales et infantiles. Il y a aussi une relation client-thérapeute qui est assez particulière. On travaille avec un jeune que l'on doit convaincre dans nos recommandations, mais on a aussi une famille aussi qu'on doit convaincre et qu'on doit aussi mettre dans l'action comme participants. Donc, on doit vraiment les motiver pour, dans le fond, contrer un peu le phénomène d'apathie qui a été discuté hier dans une autre présentation. Donc, beaucoup de motivation qui doit être donnée, beaucoup d'encouragement de l'équipe de thérapeutes. Et il y a aussi une question de timing, ça a été relevé dans une autre présentation hier. Toute une question de timing, si ce n'est pas une problématique pour le jeune et sa famille qu'on adresse, le timing n'est pas bon. On aura un moins grand impact. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est une clientèle qu'il faut aborder au bon moment et puis avec les bons outils pour les embarquer dans le processus de réadaptation. Donc, comme c'est une clientèle qui présente souvent aussi des altérations posturales, on a décidé de prendre des photos de la posture en général pour pouvoir avoir un suivi longitudinal qui nous permettrait d'avoir des observations plus objectives un peu. On se base souvent sur ce qu'on voit, mais là, on a des photos qu'on peut comparer d'une fois à l'autre pour vraiment avoir quelque chose qui est plus facile à voir à travers le temps. Et le fait aussi de faire un suivi comme ça longitudinal permet de peut-être voir certaines tendances au niveau de la posture qui seraient à surveiller, donc peut-être avoir une approche plus préventive quand on remarque certaines choses plus jeunes. Alors, quelques cas pour vous montrer ici. Donc, c'est une jeune fille ici qui a une historique de problèmes de souplesse au niveau des chevilles. Elle a même dû avoir une chirurgie d'allongement des tendons d'Achille dès l'âge de 6 ans. Et sur la première photo, en fait, on voit qu'elle a une tendance à être penchée vers l'avant.
qui est souvent associé à des jeunes qui ont des faiblesses au niveau des abdominaux et fléchisseurs du cou, donc qui compensent en se penchant vers l'avant. Et on peut voir sur la deuxième photo que la tendance s'est beaucoup accentuée 4 ans plus tard, non, 3 ans plus tard pour elle. Et donc, on peut voir que c'est une tendance qui s'accentue. Puis on peut voir aussi que au niveau des chevilles, des genoux, par extension des genoux, donc la problématique de souplesse aux chevilles est encore présente chez elle. Donc, un deuxième exemple, une jeune fille qui a aussi eu beaucoup de problématiques de souplesse au niveau des chevilles. Elle a même une déformation dès sa jeune enfance en équin qui était très, très importante. Donc, elle a passé les premières années de sa vie complètement sur la pointe des pieds. Elle a même dû avoir une chirurgie correctrice aux 2 pieds pour pouvoir corriger ça. On peut voir sur la photo ici qu'à l'âge de 10 ans, les déformations aux chevilles, les déformations résiduelles sont encore présentes. Et on peut voir aussi au niveau thoracique une petite déviation vers la droite, une asymétrie des épaules, donc des déformations qui pourraient porter à croire qu'une scoliose pourrait s'en venir éventuellement. Et 4 ans plus tard, on a une scoliose de 60 degrés qui est bien installée. Donc, on remarque que les déviations sont encore présentes, mais accentuées. C'est sûr que la poussée de croissance de l'adolescence a fortement contribué à ça, probablement. Mais ce qu'on peut se poser comme question, c'est peut-être que, puis si on se base sur l'autre exemple aussi, que les jeunes qui présentent plus jeunes des problèmes de souplesse au membre inférieur sont peut-être plus à risque de développer des altérations posturales autres dans leur croissance plus dans l'adolescence. Un autre exemple ici, un jeune garçon qui, contrairement aux 2 autres, lui ne présentait pas vraiment de problème de souplesse, même que lui était plutôt hyperlaxe. On peut même voir qu'il profite un peu de cette hyperlaxité-là, il s'accote un peu dans ses structures passives pour limiter l'effort en position debout. Et 4 ans plus tard, on va voir que la tendance s'est en fait réduite un peu. Donc, elle est encore présente, mais on voit que c'est moins important. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que la posture, même chez un jeune qui présentait une posture assez spéciale, plus jeune, s'est améliorée. Donc, ça ne va pas nécessairement en s'empirant avec le temps. Et notre hypothèse qu'on pourrait faire peut-être à cet endroit-là, c'est qu'un jeune qui présente moins de problèmes de souplesse a peut-être plus de chances d'avoir une meilleure posture plus tard. Mais c'est sûr que là, c'est avec les données qu'on va ramasser qu'on pourra voir si ces tendances-là ou d'autres tendances ressortent ou se confirment. D'autres exemples ici de postures qu'on peut voir souvent. Je attire votre attention sur la première, qui a une... Éclairez-moi, éclairez l'image, ça va mieux. Donc, la tête portée en avant, qu'on a pu voir un peu sur les autres photos aussi, qui est assez prononcée chez cette jeune-là. Donc, une posture qu'on retrouve souvent en lien, comme je disais, avec les faiblesses des fléchisseurs du cou, souvent, et qui est susceptible de rendre toute la question de la fermeture de la bouche, la déglutition plus difficile, donc en lien avec la sphère orofaciale. Sur les 2 autres, celui du milieu ici, on peut voir une hyperlordose assez accentuée, qui, lui, plus tard, a développé aussi une posture par en avant assez prononcée. Et chez notre 3e ami ici, on peut voir une certaine rotation au niveau du tronc, donc qui pourrait peut-être entraîner plus tard aussi des déviations type scoliose dans l'adolescence. D'autres aspects qui sont abordés lors de nos rencontres avec la clientèle Stein Up, c'est les 2 aspects que vous voyez ici, des difficultés au niveau de la capacité à se moucher et le brossage de dents. Capacité à se moucher, on réalise qu'avec l'ouverture des lèvres, la difficulté, dans le fond, à fermer les lèvres et aussi combiné avec un débit ventilatoire qui est réduit, ces enfants-là n'ont pas la capacité de se moucher de façon très efficace ou quelques-uns seulement longs et ont plus tendance à s'essuyer le nez. Donc, on peut déduire qu'au niveau de la prévention des infections, on a un impact réduit. Donc, c'est important de garder en tête que cette clientèle-là, on a des difficultés, là, des rhumes qui s'étirent et qui traînent en partie à cause de cette problématique-là, qui est reliée, entre autres, avec une fermeture de lèvres qui est quand même difficile pour pouvoir expulser l'air et les sécrétions à l'extérieur du nez. Une autre difficulté qui est rapportée par les parents souvent, c'est au niveau du brossage de dents. La diapositive de Dr. Faye était très éloquente tout à l'heure. Donc, on pouvait déduire qu'un enfant qui n'a pas la capacité de se brosser les dents, souvent à cause d'une faiblesse au niveau des mains, là, d'aller brosser ou une attention qui est peut-être réduite, d'aller brosser dans toutes les sections de la bouche, bien, à 10 ans, 12 ans, le parent ne veut plus nécessairement brosser les dents de son enfant ou croit que l'enfant est capable de le faire seul. Donc, on se retrouve avec des problèmes au niveau de l'hygiène bucco-dentaire. Ça peut entraîner aussi un impact au niveau
d'infection. Et aussi, c'est sûr qu'au niveau de la socialisation, ça a un impact réduit. Aller se faire des amis quand on a la laine et la bouche pleine de résidus alimentaires, c'est pas excellent pour les relations amicales. Et j'avais mis un point sur la dysphagie. Dans le fond, c'est que c'est des jeunes qui ont tendance, étant donné la faiblesse qu'on va parler dans les prochaines diapositives, qui ont tendance à avoir des résidus dans les sulcus ou sous la langue ou collés au palais. Quand ces morceaux-là se décollent, ça peut être parfois plusieurs minutes ou même parfois plusieurs heures après un repas, mais il y a un risque que ces aliments-là fassent fausse route. On ne s'attend pas à devoir déglutir après un repas 2-3 heures après. Donc, il peut y avoir des risques à ce niveau-là. C'est pour ça que le mot dysphagie était inclus dans cette diapositive-là. Oh, pardon. Au niveau de l'alimentation, c'est un des points qui est souvent rapporté au niveau de la sphère périorale par les parents. Le jeune mange la bouche ouverte, ça dérange, les repas sont longs. Donc, c'est sûr qu'au niveau de le fait de manger la bouche ouverte, qui est la principale contrariété que les parents ont au niveau des repas, c'est directement lié avec ce qui a été énoncé par Dr. Fay au niveau de la malocclusion, au niveau des déformations, au niveau de la faiblesse musculaire qu'on observe aussi. L'impact sur les repas, dans le fond, on a une capacité diminuée au niveau de croquer les aliments, au niveau des mastiquer et aussi au niveau de la déglutition avec justement la langue, comme Lucie Ménard parlait tout à l'heure, la langue que c'est plus difficile à mobiliser, qui est plus flasque. Donc, les repas sont longs. Les enfants sont isolés souvent, vont rapporter leur lunch de l'école incomplet. C'est pas rare d'entendre les parents dire que les repas pour une petite portion peuvent durer plus qu'1 heure. Les enfants doivent être encouragés. Il y a aussi une sélectivité alimentaire qui s'installe. Les jeunes vont choisir des aliments qui sont mous, ils vont discarter les aliments qui sont plus coriaces. Donc, il y a une sélectivité alimentaire au niveau des textures puis au niveau de la dureté de certains aliments qui est faite. Les aliments qui se dispersent en bouche vont avoir tendance à être liés avec une sauce. Souvent, c'est des fans de ketchup, c'est des fans de sauce, ces jeunes-là. Donc, ils se trouvent des moyens compensatoires sans trop se rendre compte que c'est pour pallier au problème d'alimentation. Juste un exemple pour vous d'une jeune qui avait été présentée sur les diapositives de Jean-François, l'évolution sur 3 ans. Sur la photo, on demande à la jeune de sourire, mais ce qui est intéressant de voir, c'est la béance au niveau des lèvres et la malocclusion au niveau des dents sur la photo de droite. Une capacité à croquer, évidemment, qui est très diminuée. C'est une jeune qui croque sur le côté et puis qui choisit ses aliments en fonction de ses capacités, donc peu de légumes crus, de fruits crus, donc des choses qui sont plus molles comme texture. Je vais vous montrer des vidéos de mouvements de la langue qui ont été pris dans le cadre des expérimentations avec Lucie Ménard. Le premier vidéo est une vidéo d'une personne, d'un sujet contrôle. Donc, c'est le même couple sagittal qui était présenté, la même vidéo qu'avec la présentation de Lucie Ménard. Donc, on voit ici toujours à la droite, la pointe de la langue et à l'arrière, la base de la langue. Donc, on est en alimentation en ce moment. Il y a un aliment qui est croqué et qui, en ce moment, qui est mastiqué. Donc, on voit une belle dissociation au niveau de la langue, des mouvements qui sont francs. Un petit peu plus loin, on va même voir le bolus en déglutition. Et voilà. Vous l'avez vu ici. La langue s'appuie sur une structure qui est le palais. Et voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer la vidéo d'un sujet présentant une dystrophie myotonique. Donc, on a une langue qui bouge en bloc. C'est des mouvements moins fluides. La langue monte moins haut. Et ce qu'on remarque aussi, il y a une désorganisation, disons, la déglutition en plusieurs... on avale en plusieurs déglutitions. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui était déjà rapporté au niveau clinique. On l'observait, les jeunes on voit le mouvement de déglutition en plusieurs parties pour un même bolus. Là, on avait, dans le fond, une preuve là, éloquente là, de cette manifestation-là qui est liée, dans le fond, avec une structure musculaire qui est plus faible.
Donc, en orthophonie, au niveau de la parole, en fait, comme ça l'a déjà été souligné, c'est une clientèle qui présente des atteintes. Donc, ils sont inscrits les différents paramètres de la parole. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chez cette clientèle-là, la plupart, en fait, pas mal tous les paramètres de la parole sont affectés. Plus précisément, bien, on va penser à l'articulation. Donc, ça a été décrit un peu avant, mais bon, en lien avec la faiblesse des lèvres, ils vont avoir des difficultés surtout à prononcer les sons qui impliquent les lèvres, donc les sons bilabiaux, PBM. Aussi, comme Lucie en a parlé, au niveau de la résonance, le fait que le voile du palais est faible, souvent il va y avoir beaucoup d'air qui va passer par le nez, donc il va y avoir de l'hypernasalité, ce qui est un paramètre là, important à considérer. Et le débit de la parole, ça je tiens à le dire, là, mais le débit de la parole qui est souvent très rapide, qui est aussi là, à considérer. On parle beaucoup de moteurs, de muscles aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes qui présentent aussi des atteintes langagières, tant sur les plans réceptifs qu'expressifs. Donc, c'est à prendre en considération dans notre intervention, c'est-à-dire que la compréhension est parfois altérée. Et au niveau expressif, bon, c'est sûr qu'en bas âge, ils vont présenter un retard d'acquisition des sons, mais plus tard, en grandissant, ce sont des jeunes qui présentent aussi des difficultés sur le plan de l'utilisation du langage, de la régie de l'échange. Donc, ce sont des jeunes qui ont de la difficulté à maintenir le sujet de conversation, à tenir compte du savoir partagé, à regarder l'autre dans les yeux quand il parle. On a dit que c'était important de voir le visage. Donc, ça, c'est des difficultés qui sont très importantes à considérer. Donc, pourquoi on ne les comprend pas? Oui, c'est à cause des muscles, à cause du fait qu'ils n'articulent pas bien, mais c'est aussi beaucoup à cause des difficultés de langage. Donc, dans l'intervention, en fait, c'est très important de tenir compte des deux aspects. Maintenant, comment les aider? En fait, la lampe de poche, c'est pour démontrer qu'ils ont besoin d'être éclairés. Comme on voit, il y a beaucoup d'aspects à prendre en considération. Donc, on a besoin de les aider pour voir quoi travailler. Ce qu'on voulait illustrer par cette image et cette phrase, en fait, souvent avec la clientèle pédiatrique et adulte aussi, là, mais on part d'un besoin du jeune. On le sait que ce sont des familles, des jeunes qui n'ont pas beaucoup de besoins. Quand on a fait les journées avec la clientèle Steinert seulement, on a proposé quelques ateliers avec différents thèmes. Parmi les thèmes suggérés, il y avait d'améliorer les relations amicales et amoureuses aussi pour les adolescents. Et c'est vraiment ce sujet-là qui est sorti grand gagnant, là, autant auprès des jeunes que des familles. Fait qu'on pense qu'on peut partir de ce besoin-là pour rattacher un peu nos diverses interventions là, pour donner un sens à ces familles-là. Donc, dans les moyens d'intervention à privilégier, bon, en orthophonie, c'est sûr qu'il y a les exercices d'articulation qu'on peut faire dans nos bureaux en orthophonie, mais qu'on peut aussi faire de façon conjointe, là, aller se joindre aux thérapies dans les autres disciplines. Il y a les stratégies de communication que je juge qui sont très importantes, qui sont parfois difficiles à comprendre puis à intégrer, mais que je persiste à croire là, que c'est important de les enseigner. Juste, par exemple, de ralentir le débit de parole puis de trouver des pictogrammes, des indices pour que le jeune s'en souvienne. Et j'ai mis les aides techniques à la communication. C'est sûr que plus le jeune avance dans la maladie, avance en âge, parfois on va avoir beaucoup de difficultés à le comprendre. Jusqu'à maintenant, mon expérience tend à démontrer que chez la clientèle pédiatrique, c'est très difficile pour eux d'utiliser une aide à la communication de façon efficace. Ils n'en voient souvent pas le besoin. Puis souvent, bien, ils réussissent finalement quand même à se faire comprendre là, parce que les gens, ils les connaissent. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose peut-être qui va être plus abordé là, dans la clientèle adulte. On va conjointement avec l'orthophoniste faire aussi des recommandations au niveau des textures et des aliments qui sont à éviter après une évaluation de l'alimentation. On constate qu'il y a certains aliments qui sont à proscrire. Donc, on travaille beaucoup avec le jeune, mais surtout aussi avec sa famille pour, dans le fond, expliquer, faire l'éducation, à savoir quels sont les risques de poursuivre avec des aliments qui nous mettent à risque d'étouffement ou de fausse route. Donc, ça, c'est une grande partie du travail qu'on fait aussi dans nos interventions. L'adaptation de l'environnement, ça peut être aussi simple que d'avoir un lieu où est-ce que le jeune n'a pas de distraction, pas de télé allumée pendant les repas en famille, pour, dans le fond, faciliter là, la concentration du jeune pendant l'alimentation, puis peut-être, possiblement, on espère, écourter les repas.
Même chose aussi à l'école, d'essayer d'adapter le moment du repas, peut-être prolonger la durée du repas du dîner ou encore ajouter des périodes de collation pour pas réduire l'apport nutritionnel, mais en même temps s'adapter à la condition du jeune qui n'a pas une endurance à la mastication qui est grandiose. Des pictogrammes aussi pour le brossage des dents ou pour certaines parties des soins personnels peuvent être pratiques. On travaille dans ces moments-là avec l'éducatrice spécialisée pour aller implanter ces recommandations-là, ces interventions-là dans les différents milieux du jeune. Des tableaux de renforcement aussi parce que tout le monde aime ça être renforcé quand on fait quelque chose de bien. Ça fonctionne très, très bien avec nos jeunes clients. Du renforcement musculaire qu'on fait conjointement avec l'orthophoniste pour pas dédoubler les exercices à faire, donc chou et tube, certains étirements, certains exercices de renforcement qu'on combine pour viser autant au niveau de l'alimentation qu'au niveau de la communication les mêmes cibles. Donc, au niveau du traitement ou de l'approche en physiothérapie, c'est sûr que pour ce qui est atteinte posturale ou déformation, de renforcement, l'étirement, des orthèses, même des corsets pour les problèmes de scoliose peuvent être utilisés. Par rapport aux problèmes de scoliose, ce que je trouve important de mentionner, c'est que c'est des personnes qui, malgré la présence d'atteintes cognitives qu'on retrouve fréquemment chez cette clientèle-là, ils sont quand même capables de démontrer une certaine conscience corporelle qui est nécessaire pour ces traitements-là. Donc, ça peut être bénéfique de faire des traitements avec cette approche-là. Mais je pense que par-dessus tout, ce qui est important, c'est un suivi régulier, surtout pendant la croissance, pour s'assurer de déceler rapidement les problèmes puis d'essayer d'agir plus en prévention que de rattraper les bobos une fois que c'est arrivé. La généralisation dans les milieux, c'est une clientèle avec laquelle on gagne à devoir généraliser dans les milieux, que ce soit le milieu familial, l'école, la garderie, les activités dans la communauté. C'est important de travailler en équipe au niveau des interventions pour cibler pas une douzaine d'interventions, mais seulement qu'une ou deux pour être efficace, mais aussi d'aller multiplier ces possibilités-là de recommandations et d'interventions dans les différents milieux. Donc, on fait affaire avec l'éducatrice spécialisée, avec les intervenants dans les écoles, avec les intervenants, avec les parents, évidemment, pour multiplier là, le potentiel du jeune à appliquer les recommandations qu'on fait. Et pour terminer notre partie, donc pour ce qu'on veut continuer à faire, on veut continuer bien sûr à faire notre collecte de données longitudinales pour continuer à amasser des données puis essayer d'avoir un meilleur portrait de cette clientèle-là pendant leur croissance. Quand on parle de validation, c'est un peu peut-être c'est intéressant de faire un processus de validation pour voir si nos outils sont vraiment corrects pour cette clientèle-là. Et en même temps aussi, peut-être le développement et la validation de nouveaux outils. Par exemple, on essaie de voir une façon de développer un dynamomètre qui permettrait de mesurer la force des muscles masticateurs, qui serait fait conjointement avec une équipe de recherche. Bien entendu, c'est important d'essayer de faire mousser l'importance de ce suivi-là auprès de notre clientèle. C'est des personnes qui ne sont pas toujours faciles à motiver et impliquer, mais je pense qu'on essaie de leur faire valoir l'importance de faire ce suivi-là, puis généralement, on arrive à les faire embarquer assez bien. On va essayer de maintenir ça dans le long terme. On va vouloir aussi évaluer un peu là, si le fait de mieux suivre, d'avoir une meilleure perspective là, à travers le temps, ça va nous aider à avoir une meilleure efficacité dans nos interventions. Et bien entendu, bien, de continuer à collaborer avec toutes les personnes que vous avez vues avant nous autres, parce que c'est sûr que c'est des problématiques qui sont complexes, une maladie qui est multisystémique, donc d'avoir tout le monde qui travaille ensemble pour avoir une meilleure idée de ce qui se passe avec ces jeunes-là en général. Merci. Maintenant, Nicole Arsenault, elle est orthophoniste au Centre de l'adaptation Lucie Bruneau depuis presque 22 ans. Elle a fait son baccalauréat et sa maîtrise à l'École d'orthophonie de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle a depuis un baccalauréat en psychologie et un certificat en gérontologie de l'Université de Montréal. Elle a toujours travaillé auprès de personnes atteintes de maladies dégénératives. Elle est orthophoniste à la clinique M&M du programme des maladies évolutives de Lucie Bruneau. Et comme les enfants deviennent grands, Nicole s'est jointe à notre groupe et je l'invite à venir nous parler de son expérience avec les adultes. Donc, bonjour, ça me fait plaisir là, de m'adresser à vous. Je vais juste...
Non, c'est pas celui-là. Excusez-moi, je me suis trompée de... Je pensais pas. Désolée. OK. Et celui-là. OK. Donc, mode diapo. Le mode diapo. Tu peux aller en bas ici, prendre le petit ici. Lui à côté. Celui-là? Oui, juste l'autre. L'autre? Le petit, oui. Clique dessus, tu arrives en bas de ça. Parfait. Donc, OK. Et pour avancer, suivant. C'est fiche. Ah, OK. Pour avancer. OK. Là, attends, on va juste sortir à côté. Sors juste à côté. Clique. Puis là, tu peux y aller avec ça ici. Parfait. Donc, désolée là, pour le petit contretemps, je suis plus habituée avec un ordi de table qu'un laptop, comme vous voyez. Donc, quand je reçois là, les jeunes adultes de forme congénitale et infantile, moi, ce qui me frappe le plus, en tout cas ce qui m'a frappé quand je suis devenue, à un moment donné, je suis devenue à temps plein à la clinique M&M, donc je me suis mis à recevoir énormément de jeunes qui ont l'ostéonote, entre autres. C'est la clientèle la plus fréquente que moi je reçois, les gens qui ont l'ostéonote de toutes formes confondues, là, que ce soit congénitale, infantile ou adulte. Et ce qui m'a frappé quand je me suis mis à en avoir beaucoup, ce sont les accélérations du débit de la parole qui entraînent évidemment une détérioration de l'articulation et aussi l'hypernasalité. Mais dans la forme adulte aussi, vu que moi j'ai la chance là, de voir aussi les adultes, donc j'ai fait des comparaisons, je vous dirais, là, au niveau de ce que j'entendais dans la parole des gens, c'est qu'il n'y en a pas vraiment d'accélération du débit de la parole dans la forme adulte. Évidemment, on sait que c'est la forme la moins sévère de la maladie aussi. Mais quand même, je trouvais ça quand même très intéressant là, comme différence. Donc, ça m'a amené à me poser la question, quand je suis devenue à temps plein là, avec la clientèle M&M, qu'est-ce qui se passe dans la dysarthrie de forme congénitale et de forme infantile chez les gens qui ont l'ostéonote? Est-ce qu'on est vraiment en présence d'une dysarthrie qui est uniquement flasque ou est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose en plus là, de la dysarthrie flasque? Il y a quelques années, j'ai pensé à un bredouillement. Je me suis dit, bon, dans le bredouillement, on parle très rapidement. Hein, il y a des segments de parole extrêmement rapides où on ne comprend absolument pas. Et il y a quelques temps, j'ai un petit peu révisé ma position en allant relire un petit peu là, de la documentation sur les atteintes cérébrales. Et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas par hasard, parce qu'il y a Maloa et Hall qui a trouvé qu'il y a une moins bonne irrigation. C'est trop fort? OK, excusez-moi. Donc, il y a une moins bonne irrigation. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ah, OK. Comme ça? OK. Il y a une moins bonne... Tu peux le repousser un peu, si tu veux. Oui. Donc, Maloa et Hall ont trouvé qu'il y a une moins bonne irrigation des noyaux gris centraux dans la dystrophie myotonique de Stennard. Et comme vous le savez possiblement, les noyaux gris centraux ont un rôle à jouer hein, dans l'aspect temporel de la parole. Or, Mme Ménard, par ses données, a trouvé que les jeunes Stennard, de forme congénitale et infantile, ont de la difficulté avec l'aspect temporel de la parole, hein, avec la durée des sons. Donc, je me suis demandé, est-ce que par hasard, évidemment, moi, je ne suis qu'une clinicienne, là, je ne suis pas une chercheuse, donc c'est ça, mais quand même, en tant que clinicienne, je me suis demandé, est-ce que par hasard, on n'aurait pas à faire une dysarthrie qui est mixte, c'est-à-dire flasque et hypokinétique? Une dysarthrie des noyaux gris centraux qui donne une atteinte hypokinétique. On peut voir ça, entre autres, là, dans la maladie de Parkinson, pour ceux qui connaissent un petit peu ça. Et bien, c'est ça. Je trouve que c'est une belle avenue de recherche. Et pourquoi c'est important? C'est parce que ça va changer le traitement orthophonique, entre autres.
Donc, moi, depuis plus de 3 ans, peut-être environ 4 ans, là, j'utilise un appareil de rétroaction auditive avec les jeunes là, qui ont la dystrophie myotonique de Steinert de forme congénitale et infantile quand ils sont rendus à l'adulte. Ce que c'est comme appareil, c'est que ça capte la parole de la personne, ça l'amène dans sa propre oreille avec un délai en fraction de seconde. On peut ajuster ce délai-là. Souvent, le délai doit être assez long là, pour nos jeunes Steinert, donc le plus grand délai possible. Et ça permet donc à la personne, aux jeunes Steinert, en fait, tout le monde, si on essaie cet appareil-là, on ne peut pas parler vite avec cet appareil-là, c'est absolument impossible. Chez les jeunes Steinert, de forme congénitale et infantile, ce que j'ai observé là, depuis 3-4 ans, c'est qu'il me semble qu'ils ont une meilleure amplitude des mouvements articulatoires. Donc, ça augmente la précision là, articulatoire et aussi ça améliore la résonance orale. Ils ont un meilleur volume vocal parce qu'ils ont le temps d'inspirer beaucoup plus souvent que dans la condition là, sans appareil. Puis, ça augmente l'intelligibilité de la parole de façon assez importante, je vous dirais. Ce qui est important à savoir, c'est que la compensation et la rééducation peuvent aller de pair. Hein? Ce n'est pas un ou l'autre. Là. On fait les deux parce qu'on veut donner toutes les chances à l'usager. Il y a des agents payeurs pour ce type d'outils-là. Et je vais maintenant vous montrer là, une vidéo d'un de mes clients qui est Patrice, qui... ça, c'est ce que ça a l'air, l'appareil de rétroaction auditive. Le son est monté, le son de votre ordinateur, est-ce qu'il est monté? C'est pas mon ordinateur. C'est au-dessus de la lettre, le son? Il est tout match. Oui, tout match, oui. OK. Puis la vidéo serait là-dedans. Il faudrait cliquer là-dedans. Il est dans le temps? Ouais. OK. Le gardien 2. On arrive dans les bureaux. Et tout ça marche, c'est la même chose, ça me donne la moitié du corps, dans le site. Ça marche tout ça, ça a été 4 ans. Donc, on va commencer à parler. La voix est assistante. On va tout dans nos chambres. On a mis nos bagages. Après ça, on a une salle à l'eau pour manger. Après ça, on s'est couché, je me suis couché de 8 heures, mais 10 heures, on s'est couché tout de suite. Donc, il y a du voyage assez collé à la travaux. C'est ça. Donc, comme vous avez vu, hein, dans la première partie, il y avait des segments qu'on ne comprenait pas vraiment ce qu'il nous disait. Puis, dans la deuxième partie, on a bien compris. Ma prétention, mais comme je l'ai dit, je ne suis que clinicienne, je ne suis pas chercheuse, c'est que dans la première partie, la dysarthrie était mixte, hypokinétique et flasque. Et dans la deuxième partie, quand l'usager porte l'appareil, on voit quand même hein, que la langue ne lève pas, c'est faible, la musculature. Des fois, il y a la langue entre les lèvres. Donc, on voit qu'il demeure de la flaccidité. Donc, même si c'est flasque, la parole est intelligible. Il y a aussi des élévateurs vélopalatins qui sont des petites prothèses fabriquées par des prosthodontistes qui permettent hein, d'augmenter la résonance orale, c'est-à-dire de rendre la résonance plus adéquate et donc de diminuer l'effet de l'hypernasalité sur la parole. Moi, je l'ai essayé une fois avec un adulte de forme adulte qui avait eu une dentition corrigée, puis ça a été vraiment un succès. Par contre, je ne l'ai jamais essayé avec des jeunes adultes de forme congénitale et infantile. Il faut dire que c'est indiqué dans le cas d'une dysarthrie flasque, là, c'est pas contre-indiqué. Il y a des agents payeurs, puis les critères d'exclusion. Par contre, on ne peut pas avoir cette prothèse-là si on a un réflexe de nausée qui est présent parce qu'on ne pourra pas supporter la prothèse. Et si la dentition est inadéquate, ce qui est, comme on le sait, souvent le cas là, chez nos jeunes Steinert.
je me disais, si jamais un jeune adulte sténoïde de forme congénitale et infantile a une hypernasalité importante, souvent c'est plus que 500 cm3 de déperdition nasale, c'est ça qui est jugé important, on pourrait peut-être essayer ce qui n'a jamais été essayé, qui sont des obturateurs nasaux. Vous voyez une photo là, en bas, qui est une espèce de petite valve là, qui permet d'avoir moins de fuite d'air par le nez, donc ça augmente la résonance là, orale et ça diminue l'hypernasalité. Ce que j'ai oublié de dire tantôt sur l'appareil précédent, l'appareil de rétroaction auditive, c'est que normalement, ce n'est pas du tout indiqué dans le cas d'une dysarthrie flasque, parce que ça ne change rien, ça n'améliore rien. Or, chez les jeunes sténoïdes de forme congénitale et infantile, ça fait toute la différence. Donc, je pense qu'on a la preuve par ça qu'il y a quelque chose de plus qu'une dysarthrie flasque chez nos jeunes sténoïdes de forme congénitale et infantile, contrairement aux sténoïdes de forme adulte. Il y a aussi l'amplificateur vocal, bon, que j'ai essayé à quelques occasions là, avec des adultes de forme adulte. Et c'est pour augmenter le volume vocal dans le cas d'une dysphonie là, importante. Ça permet évidemment d'augmenter le volume de la voix, ça permet de reposer la voix, même de parler plus longtemps, et ça permet de communiquer plus facilement dans des contextes de communication bruyants ou encore à distance. J'ai un de mes jeunes clients, bien jeune par rapport à moi, c'est sûr qu'il est jeune, 25 ans, qui l'utilise le soir quand il travaille dans un dépanneur pour que sa voix puisse projeter jusqu'au client, jusqu'au client du dépanneur, parce qu'en soirée, sa voix est vraiment fatiguée. Hein? Il y a une fatigue vocale qui s'installe au courant de la journée. Par contre, ce qui est important, moi, je trouve, au niveau de la voix, puis j'ai pas du tout parlé là, de rééducation là, au niveau mastication et déglutition, mais en orthophonie, on fait ça aussi là, à Lucie Bruno. On a la collaboration de la nutritionniste et de l'ergo. Mais ce qui est important au niveau de la voix, c'est de l'améliorer parce qu'on constate que quand on améliore la voix, on va aussi diminuer les étouffements en mangeant et en buvant parce qu'il y a une meilleure fermeture laryngée à la déglutition. Oui, donc la thérapie orthophonique, c'est ça, je pense qu'on en a déjà parlé précédemment. Là. Je ne vais pas m'étendre beaucoup là-dessus, mais c'est sûr que c'est toujours un premier choix. C'est toujours très important d'aller améliorer les composantes là, de la parole et de la voix. C'est sûr si le jeune est intéressé à collaborer, mais souvent, moi j'essaie toujours d'intégrer le plus possible là, un proche à la thérapie, comme ça je m'assure que le jeune vient à ses rendez-vous. Et aussi qu'un coach à la maison pour faire là, les exercices suggérés, les stratégies suggérées aussi. Là, il y a quelqu'un d'autre qui peut reprendre ça avec le jeune. Puis, c'est ça. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire.